Nelly Magré, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes psychologue, vous êtes également consultante en ressources humaines et communication et co-autrice du livre avec Janine Roncati, Le télétravail pour les nuls, paru aux éditions First. Alors, on vient de le voir, il y a eu un véritable essor du télétravail pendant le confinement. Quels sont les bons élèves du télétravail? Quels sont les pays qui pratiquent le plus le télétravail? Alors, ce sont les pays nordiques qui pratiquent le plus le télétravail. Et c'est vrai que la France était en retard, moins en retard que les pays du Sud, mais quand même en retard par rapport aux pays nordiques. Et en fait, les bons élèves, ce sont ceux qui ont mis en place le télétravail par objectif et qui donc font confiance à leurs collaborateurs. Il y a la notion de confiance qui est déterminante dans la mise en place du télétravail. Et effectivement, il y a des mentalités qui n'étaient pas encore au point là-dessus en France. Oui, on a l'impression qu'il y avait une infantilisation en fait, du salarié en France qui freinait le télétravail. Alors, infantilisation, oui, parce qu'en fait, il y a un manque de confiance. Et quand on n'a pas confiance dans des personnes, effectivement, le fait qu'ils télétravaillent, on se dit est-ce qu'ils travaillent vraiment quand ils télétravaillent? Donc, manque de confiance, donc infantilisation, donc volonté de voir les personnes en face d'elles, au bureau, en se disant au bureau, ils travaillent. Alors qu'on sait bien que ce n'est pas parce qu'on est au bureau qu'obligatoirement on travaille. Alors, il y a des critères très précis pour le télétravail. Alors, vous me disiez tout à l'heure, ce n'est pas forcément prendre un ordinateur et s'asseoir dans son canapé chez soi pour travailler. Oui, absolument. Il y a des critères précis et importants pour le télétravail. Déjà, il y a le volontariat. Là, on voit bien que ce qui s'est mis en place ne s'est absolument pas appuyé sur le volontariat. Autrement dit, c'est un mode de travail qu'on peut très bien ne pas apprécier. Donc, volontariat à la base, ce qui n'a pas été le cas là. Il y a également les conditions que vous évoquiez, les conditions de travail, les conditions matérielles. J'ai vu certaines personnes disant qu'elles télétravaillaient et s'installer sur leur canapé avec l'ordinateur sur la table basse. Là, c'est la garantie pour des maux de dos qui vont arriver incessamment sous peu. Pas à la fin d'une journée, si c'est exceptionnel, mais dans le cumul tel que ce qui se passe aujourd'hui, oui, c'est vraiment le risque. Alors comment ça, par exemple, ça peut être envisagé, le télétravail, pour respecter effectivement des conditions sanitaires ou des conditions dans lesquelles on est à l'aise et qui ne vont pas endommager son corps, par exemple? Alors normalement, le télétravail, c'est quelque chose qui s'anticipe. Ce n'est pas quelque chose qui se décide du jour au lendemain, comme ça a été le cas dans le cadre du confinement. Et effectivement, dans l'anticipation, on doit valider si on a les conditions ergonomiques pour pouvoir télétravailler. Autrement dit, ce n'est pas obligatoirement un fauteuil très, très, très confortable, mais au minimum confortable pour éviter des maux de dos. Et effectivement, c'est une table, mais comme ce qui se passe au bureau, en fait. Il faut les conditions du bureau qui se rapprochent le plus possible au domicile. Alors, on voit aussi que c'est en phase avec l'évolution de la société, notamment ça répond à ces demandes des générations Y et Z, donc celles qui sont nées entre les années 80 et 2000 pour la génération Y et Z après 2000. Donc pourquoi ça répond à cette demande d'une vie un peu différente finalement? Ils ont une autre relation au travail. L'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle est beaucoup plus marqué. Le lien à l'entreprise est beaucoup moins fort. Donc ces générations sont en plus habituées à travailler avec les outils à distance, puisque qui dit télétravail dit outils à distance. Donc du coup, eux, ils sont complètement prêts pour le télétravail. Ceci étant dit, beaucoup des générations autres sont également prêtes pour le télétravail. Vraiment, avant ce confinement, il y avait un plébiscite déjà pour le télétravail du côté des salariés. C'était plutôt du côté des managers et des employeurs que ça freinait, parce que, ce que j'évoquais tout à l'heure, ce manque de confiance n'était pas vraiment présent. Le management par objectif n'était pas complètement présent non plus. Et je comprends un manager qui ne sait pas travailler par objectif, l'inconfort que ça peut être pour lui de se dire que son salarié, enfin que son collaborateur, est chez lui et se dire mais est-ce qu'il travaille ou est-ce qu'il ne travaille pas? Alors que s'il a mis en place l'objectif, c'est simple. Alors vous parlez dans le livre d'un rapport gagnant-gagnant finalement. Oui. Gagnant-gagnant pour tout le monde. Gagnant pour le télétravailleur, gagnant pour l'équipe également, parce souvent on ne parle pas des collègues des télétravailleurs, mais eux aussi sont impactés par le télétravail. Gagnant pour le manager, gagnant pour l'entreprise. Et si un des quatre n'est pas gagnant, à ce moment-là, le télétravail ne pourra pas durer en fait. Alors, quelle est la bonne rythmique du télétravail? C'est 2 jours de télétravail par semaine, une journée? Quel est le rythme idéal? Alors, plus il y a de journées de télétravail, plus le lien social est mis à mal. Donc, les études ont montré, avant le confinement, qu'un maximum de 2 jours, c'était très bien. Sauf pour les personnes en situation de handicap, où c'est la santé de la personne qui prime sur la qualité du travail. Mais c'est clair, si on dépasse beaucoup les 2 jours, si on dépasse trop les 2 jours de télétravail, à un moment donné,
il y a le lien social et par exemple, la créativité nécessite aussi du collectif et du coup, des résultats peuvent être impactés négativement. Alors, on l'a vu, certaines personnes sont plus à l'aise en fait dans le télétravail que d'autres. Quelles sont les qualités, les compétences qui prévalent en fait pour être un bon télétravailleur? Alors, pour être un bon télétravailleur, déjà, il faut être motivé donc, pour télétravailler. Il faut avoir des tâches télétravaillables, parce que ça, c'est aussi une des conditions importantes. Et il faut être autonome. Et en fait, l'autonomie se définit sur 2 éléments. Sur la compétence. Si vous êtes compétent pour faire quelque chose, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous aider. Et être motivé. Autrement dit, quand je démarre ma journée de télétravail, je ne dois pas, le matin en me levant, me disant « Oh, j'ai la flemme de faire ça et en plus toute la journée ». Non, ce que je fais me plaît, j'ai envie de le faire et je suis compétent pour le faire. Je n'ai pas besoin d'être aidé par d'autres personnes. Alors, si vous deviez donner 10 conseils ou quelques conseils pour être un bon télétravailleur, ce serait quoi? Alors, les conseils, déjà, nous on dit je m'habille, mais je m'habille dans ma tête. Ça veut dire que si je peux travailler en étant en pyjama, ok, d'accord, mais c'est pas donné à tout le monde. Et certaines personnes, effectivement, vont avoir besoin de s'habiller comme si elles allaient au bureau, par exemple. Donc, je m'habille dans ma tête pour me mettre en situation de pouvoir travailler. Je suis également dans un espace qui me permet la concentration. Alors là, avec ce qui s'est passé dans le confinement, par exemple, quand j'entendais tous ces parents qui devaient en même temps gérer leurs enfants et les enfants venaient au milieu, puis il y a eu quelques scènes qu'on a vues avec des enfants qui arrivaient au milieu du travail des parents. Non, ce n'est pas des conditions idéales. On ne peut pas à la fois s'occuper des enfants et puis travailler. J'organise ma journée aussi. Autrement dit, je me mets à un moment de démarrage, je me mets à un moment de fin, je me mets des pauses, je structure les choses. Je me rends joignable pour mes collègues aussi. Le télétravail, c'est pas je suis dans mon coin tout seul et je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Non, non, le collectif doit être maintenu via le distanciel. Donc, je suis joignable pour mes collègues. Donc, ce sont les quelques conseils. Me venaient à l'esprit également les conditions que j'évoquais tout à l'heure. Je fais attention à ce que ce soit bien. Donc, le bien cadre, organisé. en fait, il faut qu'il y ait un cadre. Hein. Il faut que le télétravailleur soit contenu quand même d'une certaine façon. Oui. Et effectivement, également, je mets en place des règles de fonctionnement avec les personnes qui éventuellement sont avec moi dans la maison au moment où je travaille. Autrement dit, c'est pas parce que je suis chez moi en train de travailler que mon mari ou mon épouse peut venir me voir pour me demander ce que je pense sur telle recette ou telle chose. Non, non, je suis concentrée en fait. Mais ça veut dire aussi qu'il faut peut-être avoir un dialogue avec les membres de sa famille quand on commence à devenir un télétravailleur. Exactement. Dans les gagnants, je ne les ai pas cités parce que ce ne sont pas ceux auxquels on pense en priorité. Pardon. Mais il y a également tout l'environnement. Tout l'environnement qui doit être d'accord pour ce télétravail et qui doit respecter les règles du télétravail parce que la personne a besoin d'être concentrée. Merci beaucoup Nelly Magré pour ces explications sur le télétravail. Alors si vous voulez en savoir plus, je vous enjoins vraiment à lire ce livre, Le télétravail pour les nuls, paru donc aux éditions First. C'est un livre qui permet de vraiment très bien comprendre le télétravail et qui est présenté sous forme de fiches, donc très claires et très synthétiques. Merci beaucoup. Merci Valérie.